La pédagogie, quand on regarde en fait depuis les années 60, notre école n'a pas beaucoup progressé. L'école a perdu plus de valeur qu'autre chose. Les enseignements ont été quelque part un peu édulcorés. Une méthode du par cœur et qui fait qu'effectivement on veut des têtes bien pleines mais pas des têtes bien faites. On s'évertue à tester les élèves par des QCM et qui ne poussent pas effectivement l'élève à la création. Qu'est-ce que je pourrais proposer pour celui qui peut venir en 2023 ? Veut dire que nous devons revenir à une pédagogie qui est une pédagogie, je dirais, beaucoup plus opérationnelle. Mais quand on ne maîtrise pas, on déforme. On ne forme plus, on déforme. Alors vous me direz, oui, il y a la corruption. La corruption, elle est là. Mais la corruption, c'est une plaie qui est une plaie générale, qu'on doit combattre encore beaucoup plus à l'école. Mais elle doit plutôt se combattre au-delà de l'école, au-dessus de l'école. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé effectivement de facteurs qui faisaient la réussite de l'école, qui étaient les piliers essentiels. C'était des facteurs de gestion, des facteurs de pédagogie. Et j'ai parlé en dernier en fait de quelle politique nous souhaitons avoir pour l'école en RDC. Quelle politique ? Quelle orientation nous souhaitons et comment nous projetons l'école de manière holistique par rapport au style de développement que nous souhaitions avoir. Revenons sur la pédagogie. La pédagogie, quand on regarde en fait depuis les années 60, notre école n'a pas beaucoup progressé. Ça veut dire en d'autres termes que les programmes que nous avons eus de l'école primaire et de l'école secondaire, c'est des programmes qui n'ont pas beaucoup évolué. Et ils ont été retouchés à quelques moments historiques quand il fallait faire la généralisation et l'authenticité avec Mobutu dans les années 70. Ça, c'était vraiment les grands changements, mais ensuite, il y a eu quelques changements cosmétiques au niveau de l'école. Mais très généralement, quand on regarde tout au long de notre histoire, l'école a perdu plus de valeur qu'autre chose. Les enseignements ont été quelque part un peu édulcorés. Certains cours qu'on avait dans l'école primaire, tels que les cours de morale, de civisme, ont été effacés. On a orienté en fait l'école vers des matières d'instruction tout simplement. Les seules écoles qui sont restées effectivement avec des cours un peu sensibles sur la morale et le civisme, et même sur la religion, c'est les écoles confessionnelles qui sont restées, les catholiques qui ont beaucoup travaillé sur notre éducation depuis les années 60 avec toutes les écoles des jésuites, des maristes et des capucins. Aujourd'hui, on se retrouve avec une école qui a une pédagogie qui n'a pratiquement pas bougé dans les grandes lignes, une méthodologie qui n'a pratiquement pas bougé dans les grandes lignes pendant que la société change. Et qu'est-ce que je propose ? Qu'est-ce que je pourrais proposer pour celui qui peut venir en 2023 pour nous aider avec un programme scolaire qui tienne la route ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque ? On a des élèves qui effectivement qui ont en fait un niveau très très bas. On a des élèves qui apprennent plutôt à retenir, à faire du par cœur. On a une méthode, je ne suis pas pédagogue, mais je pourrais dire une méthode du par cœur, et qui fait qu'effectivement on veut des têtes bien pleines, mais pas des têtes bien faites. Et en fait, quand on arrive en fin de cycle, on n'est pas sûr d'avoir des élèves de l'école primaire qui ont réellement intégré leur matière et qui sont capables de la restituer d'une manière pratique ou opérationnelle tout simplement, et qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, appris par cœur. Alors maintenant, sur la maîtrise de la langue, se pose une question. La maîtrise de la langue étant le véhicule de la science, c'est très important que la maîtrise soit réellement effective pour que la science puisse passer par-dessus. Et là-dessus, nous avons réellement une faiblesse. La faiblesse, c'est que nous avons des instituteurs qui ne maîtrisent pas le français ou qui ne maîtrisent plus le français comme à l'époque, parce qu'effectivement la qualité des instituteurs s'est réduite comme peau de chagrin et qu'on ne recycle plus les instituteurs. Et ensuite, on a des élèves qui ressortent en fait avec toutes les tares qu'il ne faut pas avoir quand on étudie une langue, classique soit-elle, ou pédagogique soit-elle, ou scientifique soit-elle. Et donc, il y a des grands écarts. Et quand effectivement ces élèves sortent de l'école primaire et partent à l'école secondaire, disons que cela se poursuit de la même manière. La non-maîtrise est encore beaucoup plus forte, d'autant plus que on s'évertue à tester les élèves par des QCM. Donc effectivement les QCM
Ce sont des questions à choix multiples dans les examens et qui ne poussent pas effectivement l'élève à la création, mais plutôt à, comme je dirais, l'ingurgitement tout simplement de ce qui est enseigné à l'école tel quel et la restitution telle quelle. Et cela n'avance pas du tout une réflexion qui est une réflexion autonome, indépendante par rapport à l'élève. Bon, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je traduis les choses par mes mots et je crois que la plupart des gens peuvent comprendre effectivement mes mots, ce qu'ils veulent dire. Donc on a une école primaire qui aujourd'hui produit des analphabètes, il faut le dire, hein, et on a une école secondaire qui en fait enrichit ces analphabètes et reproduit en fait des tares qui viennent à l'école, qui viennent à l'université et qui complètement galvaudent le niveau des universités, parce que les universités aujourd'hui, surtout les universités privées et même les universités d'État, ils poursuivent en fait le nombre, et quand on poursuit le nombre, forcément on va beaucoup plus bas. Donc je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue en 2008 quand je suis arrivé en RDC, où effectivement on a voulu à la faculté de sciences économiques, à l'UNIKIN, mettre en place un test pour les finalistes. Et je me rappelle que le jury est descendu jusqu'à 14% en français et en mathématiques, pour pouvoir en fait sélectionner le maximum d'élèves, parce qu'effectivement il n'y avait que 15 ou 16 élèves qui avaient réussi sur à peu près 800 élèves qui s'étaient présentés sur la première fournée. Ce qui était assez symptomatique de voir qu'effectivement quand on demande d'écrire 10 phrases à un élève qui a terminé l'école secondaire et qui soit incapable de vous rendre une copie avec 0 faute ou avec 1 ou 2 fautes, mais plutôt vous rendre une copie avec des fautes à tous les mots. Et ça, c'est réellement problématique. Voilà l'école que nous faisons, voilà l'école que nous produisons aujourd'hui, et je pense que ça doit s'arrêter. Ça veut dire que nous devons revenir à une pédagogie qui est une pédagogie, je dirais, beaucoup plus opérationnelle, une pédagogie beaucoup plus souple et une pédagogie maîtrisée en fonction de nos objectifs de développement. Alors, la langue étant effectivement le premier véhicule de la science, ma proposition serait de travailler sur nos langues vernaculaires nationales. Parce que c'est la base culturelle sur laquelle effectivement l'enfant arrive à l'école et projette ses idées, projette ses pensées réelles et oniriques. Parce que quand on rêve dans une langue qui est une langue traditionnelle, on a du mal à se projeter dans une langue qui est une langue étrangère qu'on est en train d'absorber, surtout quand on est un enfant. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que nous continuons à l'école primaire à apprendre le français dès le départ avec des professeurs qui sont mal outillés dès le départ et qui, en fait, déforment au lieu de former, ou alors, tout simplement, on se dit, vaut mieux orienter l'école primaire vers les langues vernaculaires, dont les 4 langues vernaculaires que nous avons, ou les 4 langues nationales que nous avons, de manière à ce que la base de l'école primaire se passe sur ces langues-là, et quitte à ce qu'on vienne superposer le français, de manière à ce que la maîtrise de la langue, la maîtrise du véhicule de la science soit meilleure. Vous me direz, oui, ça va peut-être perturber les enfants, mais moi je vois l'exemple de nos parents qui ont commencé avec les langues vernaculaires ou les langues nationales de l'époque, et qui ne sont pas moins instruits que nous, qui sont même beaucoup plus instruits, beaucoup plus calés en français que nous aujourd'hui, qui avons commencé avec le français comme langue principale en première année. Donc c'est de dire que je souhaiterais, comme les autres pays l'ont fait, comme on le fait un peu au Kenya ou en Tanzanie, qu'on revienne sur nos langues nationales, du moins à l'école primaire, et qu'on assoie véritablement l'enseignement au niveau de ces langues-là, de manière à ce que cet enseignement puisse pénétrer véritablement les enfants, et que ces enfants-là appréhendent la science, appréhendent l'instruction réellement comme une valeur ajoutée, qu'ils superposent facilement au-dessus de leur langue et qu'ils transmettent aussi avec leur propre langue, quitte à ce qu'effectivement dans le cycle secondaire ou vers la fin de l'école primaire, qu'on puisse maintenant progressivement, je dis bien progressivement, les intégrer au français comme une deuxième langue avec laquelle ils vont continuer jusqu'à la fin des études secondaires et même à l'université. D'abord, le problème de la langue. La langue nationale, les langues nationales qui sont effectivement exclues de l'école doivent revenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est regarder en fait les programmes que nous avons et restructurer ces programmes, faire en sorte que ces programmes correspondent à une réalité
terrain, faire en sorte que ces programmes correspondent réellement à un développement mental et développement psychologique de l'élève de la bonne manière pour que cet élève, donc à la sortie de l'école primaire, apprenne au minimum à calculer et à écrire convenablement. Et ça, c'est le premier objectif. Donc calculer et écrire convenablement. Ensuite, à l'école secondaire, voir comment est-ce qu'on peut superposer les sciences comme la physique, la chimie, les sciences complémentaires, qui sont des sciences très importantes, surtout les sciences techniques, de manière à pouvoir développer véritablement un corpus technique quand même qui tienne compte des réalités que nous avons sur le terrain, parce que la tendance vers tout ce qui est littérature, tout ce qui est culture, oui, elle est là, c'est facile, mais quand on ne maîtrise pas, on déforme, on ne forme plus, on déforme. Donc, vaut mieux revenir à des fondamentaux de base, des fondamentaux scientifiques, pour que l'élève, en fait, à la fin de l'école secondaire, selon effectivement les options qu'on aura choisies et qu'on aura structurées, que cet élève-là ait un minimum sur plutôt les cours scientifiques tels que physique, chimie, mathématiques. Et aussi le français, la philosophie, très importante, parce que effectivement la philosophie on a tendance à la négliger, mais c'est un cours qui permet effectivement de rentrer en soi, de savoir ce qu'on est et de faire le tour de soi, et surtout de mesurer véritablement pourquoi nous existons et ce pourquoi nous sommes destinés, et se poser des vraies questions d'existence, parce que aujourd'hui l'apprentissage est complètement mécanique. Les élèves terminent l'école secondaire sans se poser des vraies questions sur eux-mêmes, sur leur existence et sur ce qu'ils vont rapporter en termes de valeur ajoutée sur ce monde. Voilà un peu ce que je peux donner brièvement, c'est de dire, voilà, nous aurons des filières qui sont des filières hautement scientifiques et des filières qui sont des filières littéraires, mais je privilégierai les filières scientifiques parce que le besoin aujourd'hui que nous avons au niveau national, c'est plutôt des besoins des techniciens. Nous n'avons plus assez de techniciens. Et ça devient problématique quand on voit les barreaux qui sont remplis, les barreaux de Kinshasa par exemple, qui sont remplis de juristes en veux-tu en voilà. On voit bien qu'il y a un déséquilibre de formation, et quand on voit du côté technique, on voit quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui terminent chaque année par rapport à quelques milliers d'élèves, des dizaines de milliers d'élèves qui terminent dans les sciences sociales. Donc il va falloir faire un rééquilibrage entre les sciences sociales et les sciences techniques, de manière à ce qu'on aille plus vers les sciences techniques pour que plus tard nous puissions avoir en fait une population de techniciens de base dont on a réellement besoin à tous les niveaux de la société. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, et ça c'est le plus facile à dire qu'à faire, c'est de revoir en fait la partie instituteur, de revoir aujourd'hui, je pense qu'on en a autour de un peu moins de 500 000, mais de voir comment est-ce qu'on peut les monter en puissance, les reformer pour ceux qui sont reformables, parce qu'il y en a qui sont plus reformables du tout. Ceux qui sont reformables, augmenter leur niveau de rémunération et faire en sorte que ces instituteurs-là soient vraiment les gardiens de la connaissance pour les enfants qui partent de 5-6 ans à 12 ans. Pour qu'on puisse avoir en fait dans le pays une base relativement homogène pour ce qui est de l'école primaire classique, la filière classique. Maintenant, quand on va vers la filière professionnelle, et là je vais maintenant sur l'école secondaire, parce que l'école primaire, bon, c'est la filière classique que tout le monde va suivre, c'est l'école secondaire, et là effectivement, selon les orientations, voir comment est-ce que dès la fin de l'école primaire, alors maintenant, chez nous, maintenant on parle de la 7e, 8e. C'est de voir comment est-ce qu'on peut structurer cette école-là pour que le plus tôt possible, on puisse orienter les élèves, on puisse les orienter vers une option qui soit, je dis bien, la loi de 80-20, donc 80% des options professionnelles et 20% des options classiques, et en mettant à l'entrée de l'école secondaire un cours qui permettent de prendre les meilleurs, pour ceux qui le désirent, qui veulent aller vers les écoles classiques, et les autres le rediriger sur les écoles professionnelles dont on a réellement besoin. Et donc, la pédagogie va s'inscrire à ce niveau-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des investissements à faire au niveau des instituteurs, au niveau des écoles, au niveau de la structuration même géographique des écoles, et au niveau effectivement de la gestion de filière quand l'élève commence la première année jusqu'à la dernière année de l'école secondaire, dans la gestion de filière, de manière à s'assurer que l'orientation qui est faite n'est pas une orientation faite à la volée, mais une orientation réellement intéressée, suivie et adaptée à l'enfant. C'est ce qu'on souhaiterait, mais
de l'homme propose, Dieu dispose, mais dans la mesure du possible, si ça peut être dans un programme, ça pourrait effectivement nous aider à supporter la carence que nous avons, une carence dans les filières scientifiques où nous avons très peu de monde, ou les filières techniques dans lesquelles nous avons très peu de monde actif, et des filières qui nous cassent la tête aujourd'hui et qui nous demandent d'aller faire de l'importation, alors que nous avons en fait une jeunesse qui fait plus de 60% de notre population, donc on a plus de 50 millions de personnes qui ont moins de 25 ans, et donc là ça commence à poser problème, parce que nous risquons de nous retrouver avec des millions et des millions de chômeurs, des gens qu'on est incapable de pouvoir intégrer dans notre société tant soit peu. Donc, et ça c'est vraiment une problématique qu'on doit gérer aujourd'hui, orienter ces élèves et avoir la possibilité au niveau de l'école professionnelle, soit de s'arrêter au bout de 4 ans ou de 3 ans de l'école professionnelle, donc l'école professionnelle théorique et faire de l'apprentissage derrière, ou soit de s'arrêter au bout de 6 ans, 7 ans d'école secondaire entre guillemets. Alors ça, c'est juste un plan sur la comète, mais sachez une chose, c'est que ce plan sur la comète, ça peut être un projet de gouvernement, un projet pour qu'on puisse avoir une école professionnelle digne de soi, digne réellement de pouvoir nous aider à anticiper le futur, et une école classique qui est plutôt une école classique élitiste qui nous permet d'avoir les meilleurs dans l'école classique pour être sûr d'avoir un niveau au standard international derrière, en mettant en place des plans de restructuration, des plans de formation, des plans de suivi de l'école, et surtout à chaque étape s'assurer qu'on a réellement des contrôles de connaissances qui font qu'il n'y ait pas en fait une porosité entre les classes et les niveaux. Alors vous me direz oui, il y a la corruption elle est là, mais la corruption c'est un système qui est réellement, qui touche tout le pays entier à tous les niveaux, et la corruption doit être effectivement combattue à l'école, mais je ne pourrais pas rentrer dans la corruption ici parce que c'est une plaie qui est une plaie générale qu'on doit combattre encore beaucoup plus à l'école, mais elle doit plutôt se combattre au-delà de l'école, au-dessus de l'école, pour qu'effectivement derrière il y ait une incidence réellement sur l'école. Si on commence par l'école seulement, je ne pense pas qu'on va y arriver. Donc c'est tout un système qui gère le pays. Aujourd'hui, le pays est géré par la corruption, le pays est géré dans la corruption, et tous les tenants et les aboutissants et les actions, très généralement, aboutissent à des actes de corruption voulus ou involontaires. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas parler ici, mais c'est juste dire, nous devons travailler sur la réforme de l'école, nous devons travailler sur la formation, nous devons travailler sur l'orientation professionnelle de l'école, nous devons travailler sur les filières scientifiques, et nous devons travailler de manière à pouvoir avoir des cadres moyens qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir subvenir à certains besoins dont nous avons, que ce soit dans la construction, que ce soit dans le bois, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans le cuivre, tous ceux qui en fait participent, et tous les artisans qui peuvent participer à la transformation de la matière première localement en tant qu'artisans, ou beaucoup plus tard en tant qu'industrie. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau de la pédagogie, et cette pédagogie-là va réellement nous aider, nous, à pouvoir créer des cadres moyens. Parce que les cadres moyens, on est en train d'en manquer aujourd'hui. Tout le monde tend à l'école classique, tout le monde tend à devenir licencié, troisième cycle, docteur, mais ce ne sont pas les docteurs, ce ne sont pas les licenciés, ce ne sont pas des gens qui font maîtrise, qui construisent le pays. Ce ne sont pas eux qui construisent les maisons, ce ne sont pas eux qui fabriquent les petites choses que nous consommons. Si nous n'avons pas cette main-d'œuvre, si nous n'avons pas ces cadres moyens, mais demain nous serons un pays encore beaucoup plus extraverti que nous sommes aujourd'hui, et qui sera vraiment dépendant de ses voisins, dépendant du monde extérieur, et qui ne pourra pas assurer réellement un développement endogène avec ses propres populations. En parlant de l'école, là on va parler de la réforme de l'administration. Nous avons hérité de l'administration coloniale au niveau de l'école primaire et secondaire. Quand on regarde comment est-ce qu'elle est structurée, l'inspection générale, avec effectivement derrière les inspecteurs régionaux, l'inspecteur général, les inspecteurs régionaux, les directeurs des écoles au niveau des provinces, et toute cette administration avec derrière ensuite les INSPOUL. C'est une administration qui est en fait calquée sur ce qui se faisait, ce que les Belges nous ont laissé. Nous sommes restés dans cette organisation, et c'est une organisation qui marche malgré tout.
Je l'ai vu à travers ma propre expérience quand je parcourais la RDC pour les applications métiers concernant l'école, les applications pédagogiques et de gestion. Il y a véritablement besoin de renforcer cette administration. C'est une administration qui est, entre guillemets, un peu abandonnée à elle-même. C'est une administration qui, à certains moments, a réussi des grandes choses. Mais c'est une administration qui doit être tenue par la main. D'abord, il y a une chose, c'est que l'administration de l'école, aujourd'hui avec 23 millions d'élèves, il est tout à fait normal que cette administration soit informatisée. Ce qui n'est pas encore véritablement le cas. Je ne pourrais pas dire que cette administration est informatisée, c'est une administration encore qui est en grande partie sur papier et ce qui ne facilite pas la gestion au quotidien. Et cette administration doit gérer en fait au quotidien ces statistiques qu'elle n'arrive pas réellement à maîtriser. Et ça, c'est problématique. Quand je dis elle n'arrive pas à maîtriser, ça veut dire que les statistiques que le ministère, à travers son secrétaire général, reçoit, ce sont des statistiques qui sont des statistiques parcellisées que le ministère en fait compile au gré des informations qu'elle reçoit donc au niveau des écoles. Mais on ne pourrait pas dire qu'à un instant T, ce ministère-là puisse avoir le nombre exact des élèves à l'élève près. Donc c'est plus ou moins des statistiques variables à 5%, peut-être 7%, selon les cas. Donc il y a réellement un manque d'informatisation, un manque de modernisation, de remontée d'informations au niveau du terrain. Et pour ce faire, il faudrait que les écoles soient un peu plus outillées sur les outils informatiques, de manière à remonter naturellement les informations au niveau général. Je vois d'ici des écoles à Gnocchi, des écoles à Katakokum remonter les informations en temps réel à Kinshasa. C'est une gageure. Donc ça veut dire en d'autres termes que c'est seulement quand on va dans les examens tels que les certificats d'école primaire ou les diplômes d'État, et que là effectivement on voit le ministère s'occuper des statistiques pour savoir exactement combien d'élèves seront là. Et en ce moment-là, ces statistiques qu'on a représentent plus ou moins des échantillons qui sont des échantillons de confiance. Mais de manière générale, l'information n'est pas maîtrisée à 100%. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons vécu des écoles fictives. Nous avons vécu le cas des écoles fictives et le cas des élèves fictifs. On en a beaucoup dans le cadre effectivement de la gratuité que nous avons mis en place, que le gouvernement a mis en place. Et on a vécu ça. On a vécu ça pourquoi ? Parce que tout simplement, le périmètre des écoles n'est pas un périmètre qui est un périmètre connu par tous. On a du mal en tant que Bantou de partager l'information, ça c'est culturel. Et le peu de personnes qui gardent cette information ne veulent pas que cette information soit perçue ou soit connue par les autres. Mais c'est très important. Ça veut dire que si aujourd'hui nous informatisons l'école et nous faisons que les statistiques des écoles remontent et que ce soit effectivement quelque chose qui soit nationalement vu et reconnu, derrière, automatiquement, les zones d'ombre vont cesser, telles que nous avons aujourd'hui. On a des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à justifier, tout simplement parce que l'administration ne s'est pas équipée dans ce sens. Et puis, l'esprit même de l'administration, c'est un esprit qui a tendance effectivement à plus garder l'information et à ne pas distribuer l'information, à ne pas donner l'information, que ce soit aux parents ou que ce soit aux dirigeants. Et donc pour avoir l'information, il faut vraiment y aller au forceps. Taper sur la table pour qu'on vous donne l'information. Donc ça c'est problématique, surtout quand il s'agit de nos enfants. J'ai dit dans une autre vidéo, aujourd'hui on a un écosystème de près de 2 milliards de dollars chaque année. Quand on dit 2 milliards, c'est les minervales les frais scolaires qui sont payés par les parents, plus les dépenses qui sont faites sur les livres, sur les équipements, sur les cartables, ainsi de suite. On a au bas mot 2 milliards de dollars et ça fait en fait un écosystème très important. Et là-dessus, l'État a sa part. Et il est tout à fait normal que l'État puisse se retrouver dans ces statistiques-là et puis qu'il y ait une remontée d'informations et qu'il y ait une remontée très claire. Pour ceux qui apprécient cette vidéo, merci de liker.